Et Orana, chers auditeurs et auditrices de Hit FM, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable matinée en notre compagnie. Ce matin, dans Tahiti Vibes, on a le plaisir de recevoir Yann Pa, qui vient nous parler de processus de création et de plein d'autres choses. Yorana. Ça fait longtemps que tu es au conservatoire? Ça va faire 1 an et demi que je suis au conservatoire, au poste de chargé la valorisation des arts traditionnels, et où je suis amené à mettre en œuvre des projets culturels pour les arts traditionnels, pour la section arts traditionnels, parce qu'il y a 2 sections. Il y a une section classique et il y a une section arts traditionnels. Et mon travail est de concevoir et de fournir, de mettre en œuvre des projets culturels pour les enseignants en art traditionnel et destinés aux enfants du conservatoire, aux élèves du conservatoire. Et quand je parle de projet, il y a bien sûr l'écriture des thèmes pour les galas du conservatoire, et il y a tout ce qui est projet pédagogique à mettre en place sur toute l'année. Donc ça, je travaille avec la responsable de cette section-là. Et éventuellement tout ce qui est traduction de la langue française à la langue tahitienne pour la section classique. Pour la section classique et la section art traditionnel. Ou quelle est la différence entre... Bon, alors, les arts traditionnels, d'accord, mais quelle est la différence avec les arts classiques? La section classique, en fait, ce sont tout ce qui est... tout ce qui relève de l'étranger. D'accord. Voilà, des cours de saxophone, des cours de trompette, des cours de chant lyrique. Toi, tu écris aussi pour le Heiva et pour le Hura Taperu, mais tu écris aussi pour des auteurs pour des compositeurs locaux. Quelle est la différence dans ton processus de création quand tu écris pour des chanteurs locaux et pour le Heiva, par exemple? Quand j'écris pour le Heiva, un auteur dans une troupe de danse pour le Heiva et pour le Hura Taperu, je dirais que c'est un peu le cœur de la troupe. Parce que c'est l'auteur qui démarre avec la chef de troupe sur le thème à aborder, dans la répartition des différents tableaux artistiques à mettre en place, l'écriture des textes pour les danses, l'écriture des textes pour tout ce qui est orero, l'écriture des textes qui seront destinés à la composition des chants. En ce qui me concerne, moi, au niveau du Heiva, je travaille avec des compositeurs qui sont connus, donc des chanteurs qui sont connus sur le pays. Pour ma part, il n'y a pas réellement de différence parce que le compositeur qui est chef d'orchestre de la troupe, qui est connu pour être chanteur également, il le compose au Heiva et qu'il finalise en studio après le Heiva. Mm-hmm. Donc c'est pas 2 choses différentes pour ma part, c'est de partir du Heiva et pour finir en studio pour les chansons qui sont retenues au Heiva par exemple. D'accord. Et au Hura Taperu. Très bien. On en parlait aussi en antenne. On a eu une grosse conversation. Tu parlais du lien entre la langue, la danse et le chant. Oui. Et à quel point, au final, c'était un tout et pas du tout indissociable dans la culture. Oui. Donc, au final, tu disais aussi que parmi les 3, donc effectivement, le chant et la danse sont tout le temps mis en valeur, mais la langue, elle traîne un peu derrière. C'est par rapport à la situation que l'on rencontre aujourd'hui. On dit beaucoup qu'on a l'impression que la langue tahitienne, elle se perd. Que nos jeunes ne parlent pas assez la langue tahitienne, ils sont plus sur la langue française. Je disais qu'on ne peut pas dissocier la langue tahitienne de la danse et du chant. Ce n'est pas parce que je fais de la danse et que je fais du chant que je vis ma culture. Parce que dans la danse et le chant, ça le fait forcément dans la langue tahitienne. Ça le fait forcément dans la langue tahitienne. Donc il faut ça pour dire qu'on vit la culture. Moi, personnellement, je danse pas. Oui. Je ne chante pas. Je suis pour la langue tahitienne. Oui. Je disais qu'on ne peut pas dissocier parce que je dirais que la langue tahitienne, c'est le cœur du Heiva. C'est le cœur du Heiva, c'est le cœur du Hura Taperu. Et c'est ce qui fait l'identité du Polynésien. Parce que même par exemple, pendant les spectacles du Heiva, il y a les fameux orero. Oui. Sans le orero, le Heiva, ce serait pas du tout pareil. Ça, c'est un autre problème aussi. Le orero. J'ai l'impression aussi que le orero aujourd'hui, on le fait pour boucher les trous. D'accord. Dans les tableaux. T'as l'orateur qui vient. Le orero est important parce que c'est le fil conducteur de tout le spectacle. Oui. On n'a pas de orero, on ne comprend pas l'histoire. Voilà, c'est ça. On ne comprend pas l'histoire. Alors, si on ne comprend pas la langue tahitienne, on ne comprend pas le spectacle. Oui. Je ne juge personne, hein. Non. Mais moi, c'est ce que je constate. L'orateur, lui, quand il vient, il déclame l'histoire
ils déclament le thème. Et c'est un problème aujourd'hui pour moi, et c'est ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on a l'impression que le orero, c'est juste pour boucher les trous. Alors que ça fait partie des arts de l'art traditionnel du pays, c'est quelque chose qu'on doit valoriser davantage. Le souci aussi en tant qu'auteur, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que on a quand même des jeunes qui ne comprennent pas la langue tahitienne. Je l'ai dit parce que je le vis dans les troupes. On est obligé de traduire les textes pour comprendre la langue tahitienne. La traduction du texte en langue française, c'est un critère obligatoire au Heiva et au Huratapairu. Et, comme je disais, on a des jeunes qui ne comprennent pas la langue tahitienne. Et c'est ça le souci. Mais en même temps, on a cette impression-là que notre jeunesse aujourd'hui ont cette volonté-là d'apprendre la langue tahitienne. Ça, je le remarque également. J'ai l'impression que ça évolue progressivement de la part de ces jeunes-là qui ont besoin en fait de se réapproprier de la langue pour comprendre et pour vivre pleinement leur culture. Moi, je dis que dans la danse, lorsqu'on danse, on danse en langue tahitienne. Donc, quand tu comprends la langue tahitienne et quand tu danses, tu le vis ta langue et tu le vis dans l'âme. Il faut vivre la langue et il faut le vivre dans la danse également. Et c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. On a ces jeunes-là qui commencent à vouloir apprendre la langue tahitienne, à s'investir dans la langue tahitienne. Mais pas uniquement dans la langue tahitienne. On a remarqué depuis quelques années qu'on a aussi ces jeunes danseurs qui intègrent les troupes de chant parce qu'ils veulent apprendre à chanter le chant traditionnel. Et petit à petit, j'ai l'impression de voir également cette envie-là de faire les orero. Bien qu'on pense que la langue elle digresse, mais en même temps, on a l'impression qu'on a cette jeunesse qui veut se réapproprier de son identité, se réappropriant de la langue tahitienne, du chant traditionnel, quoi. Je sais qu'il y a dans les écoles, je sais qu'il y a des concours de orero, mais j'ai l'impression que entre l'école primaire au final et le Heiva, c'est comme s'il y avait un flou artistique. Donc peut-être que ces enfants qui au final avaient trouvé quelque chose de valorisant dans le orero, qui s'y retrouvaient et qui trouvaient du plaisir, peut-être qu'au milieu ils se disent il y a plus, alors que finalement il y a la possibilité, non? Oui. Dans l'éducation, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils ont mis en place ce programme orero pour les élèves, pour les enfants de nos écoles du premier degré. De plus en plus dans le deuxième degré, on le voit par le Heiva Tauria, on le fait chaque année. Les journées de orero qui se font pour les élèves du premier degré sont préparées en amont par les enseignants, en partenariat avec des auteurs par exemple, ou des référents culturels de la commune. Non pas uniquement dans le sens pour valoriser la culture et la langue tahitienne, mais c'est également un moyen de lutter contre le décrochage ou contre l'illettrisme. Enfin, peut-être que je me trompe, hein. Moi je trouve que c'est une action qui est très bien pour les écoles. Inconsciemment, en fait, on a cette transmission de savoir qui débute dès le premier degré grâce aux écoles de Tahiti, de la Polynésie. Le Heiva Tauria qui a été mis en place pour les collèges, ce n'est pas uniquement pour valoriser la culture, mais c'est uniquement pour lutter contre le décrochage scolaire. Et le fait qu'un collège participe au Heiva Tauria, c'est une action qui permet d'investir également les familles. Donc quand l'enfant participe au Heiva Tauria, derrière forcément on a les parents, les familles qui viennent participer, qui viennent soutenir justement les enseignants. Moi, quand j'étais dans la commune quand j'ai travaillé à la mairie de Pirée, je participais aux journées du orero. Donc j'intervenais dans les classes du premier degré pour expliquer à l'élève ce que c'est que le texte, qu'est-ce qu'il va déclamer et comment il faut se tenir sur scène lorsqu'on déclame. Mais je le fais avec la circonscription pédagogique du secteur Pirée-Papeete. J'étais également sollicité par les collèges dans le cadre du Heiva Tauria. Donc derrière tout ça, il y a pas que la valorisation de la culture, il y a également toute la partie lutter contre le décrochage scolaire au Heiva Tauria dans les collèges. Cette partie-là, préparation pédagogique, parce que c'est pas une équipe d'enseignants qui prépare le thème pour le Heiva Tauria, c'est l'ensemble des élèves qui participent. D'accord. Donc voilà, la culture en fait, c'est un moyen pour nous également de rassembler aussi, de pouvoir nous épanouir dans la société, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, quoi. Et c'est un moyen de participer à l'épanouissement du jeune ou de l'enfant. Dans un tout autre sujet, tu parlais de l'importance de l'information
par rapport quand on est auteur, compositeur, chanteur, avec les droits de la création de la chanson à sa diffusion. En fait, tu disais que ce n'était pas vraiment le manque d'envie au final des auteurs polynésiens, mais plutôt le manque d'information qui, au final, empêche une plus grande, un plus grand essor du chant, de la culture, etc. Ouais, moi je dis que c'est pas le manque d'envie de déclarer les chants, les chansons, c'est un manque d'information. On manque d'information. Je prends par exemple le Heiva. On a de belles chansons qui sortent du Heiva et du Hura Tapairou. On n'enregistre pas en studio, on n'essaie pas de faire la promotion du chant. Ce qui fait que même si tu vas assister au Heiva, que tu adores une chanson et que tu essayes ensuite de la rechercher, tu ne la trouves pas. On la trouve pas. Parce que ça reste au Heiva. Moi, j'encourage les troupes, les auteurs et les compositeurs à faire enregistrer leurs chansons après le Heiva. Mais c'est pas parce que c'est un manque d'envie. Pour moi, c'est un manque d'information. On n'est pas assez informé sur la procédure à faire pour la déclaration d'une chanson auprès de la SACEM. Je le dis ça parce que je l'ai vécu ça en 2020, lorsque j'avais écrit un texte pour les chants du film La Dernière Reine de Tahiti. J'avais discuté avec Marie F. Atto, elle m'en avait fait part de ce problème. Moi, j'étais dans le style, j'écris après, voilà. J'ai écrit, c'est fini. Alors que non. En fait, il faut écrire, et il faut que tu déclares. Jusqu'au bout du processus. Que tu ailles jusqu'au bout du processus, parce que c'est ton droit. C'est un droit intellectuel. Et puis c'est ton art. Donc oui, voilà. Ça fait partie de toi, donc autant... Sachant que derrière, tu gagnes, tu touches des royalties. Oui, donc c'est d'autant plus intéressant. Ça c'est autre chose. Mais derrière tout ça, tu valorises ton travail. Moi, ce que je remarque également, c'est que parfois, les chansons sont déclarées, mais ton nom n'apparaît pas. Ah. Tu vois, il y a ce problème-là aussi. Voilà, il y a ce problème-là. C'est le nom d'une autre personne qui apparaît. Ça, je le dis pas pour moi, hein, je le dis pour une autre personne que je connais, qui a commencé à se plaindre parce que son nom n'apparaissait pas, alors que c'est cette personne-là qui a créé la chanson. Ouais, donc qui a écrit, qui a créé la chanson. C'est pas pour dire, mais on se fait un peu entuber, quoi. Oui, c'est vrai. On se fait entuber parce que on manque d'informations et je trouve qu'on ne s'informe pas assez aussi. Oui, donc les autres en profitent entre guillemets. Et... C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque j'écris des textes pour le Heiva, qui sont composés, j'ai les compositeurs comme Nohor Eid, Mayana et Ariatua Parao, qui eux connaissent la procédure. Donc automatiquement, quand ils savent qu'une chanson a percuté au Heiva, ils vont le déclarer, mais ils vont le déclarer avec l'auteur. Ouais. C'est comme ça après que j'ai connu le processus. Il faut déclarer à la SACEM, il faut faire un préenregistrement parce qu'il faut déposer non seulement les paroles, il faut déposer également un enregistrement audio. Et ensuite il y a toute cette procédure là lorsque c'est déclaré. Bon, après il y a le tournage du clip si le chanteur il veut le faire. Il y a cette procédure là aussi où il faut le mettre sur les plateformes. Ça je ne le savais pas. Je l'ai appris il y a 2-3 ans. D'accord. Une fois déclaré, tu déposes sur une application qui est diffusée sur les différentes plateformes. Pourquoi? Parce que la chanson, on a besoin de le faire savoir à tout le monde, quoi. Oui. Je prends un exemple. Les chansons qui sont à Heiva, c'est pas des chansons qui sont connues uniquement au pays. Hein. Si la chanson est percute, ça va dans tous les sens. Hein. Pourquoi? Parce que... Et puis il y a le Heiva et Tahiti, le Heiva et Paris. Voilà. La chanson, elle peut aller jusqu'au Japon, aux États-Unis, au Mexique. Mexique. Voilà. Pourquoi? Parce que je dirais que la danse tahitienne, c'est un vecteur aussi qui encourage la chanson à dépasser les frontières. Dernièrement, Nohor Eid avait sorti la chanson Wathateo que j'avais écrit et qui est complètement qui a été aimée au Heiva. Mais c'est pas resté uniquement au pays. C'est une chanson qui a complètement éclaté. Bon, bien que Nohor Eid soit connu, mais la mélodie, la composition de Nohor Eid, c'est une très très belle composition, quoi. Et qui a plu aux États-Unis, au Japon, au Mexique. Moi, j'avais des amis qui sont partis en juillet, en août, septembre. Ils étaient au marché aux puces mexicain et ils enregistrent, ils filment et ils me disent, il y a ta chanson qui passe au marché aux puces. Alors du coup, j'ai éclaté de rire. J'ai dit oui, je sais. Ah, montre-moi les personnes. Et je vois les personnes. En fait, c'était des danseurs qui ont participé au Heiva Tahiti à travers la troupe de Manu Hiva. Tu vois, moi je dis que j'encourage les personnes qui écrivent, qui composent à déclarer.
Et comment alors on peut se renseigner justement pour tous les auteurs, compositeurs qui nous écoutent et qui se disent bon bah je fais ça dans ma chambre et puis oti quoi. On a déjà TFTN. Ok. Qui informe, qui informe les troupes sur la déclaration des chansons à la SACEM. Parce que TFTN, sachant quel est le point de diffusion des chansons, elle demande aux troupes de déclarer à la SACEM les chansons. Donc on a une liste à remplir. Déjà de 1. Après on a des sites internet. On a le site internet où il faut aller voir, pour connaître la procédure de déclaration, on a les moyens pour s'informer. On a le site de la SACEM. Oui. On peut appeler la SACEM. Voilà. Donc n'hésitez plus. On a des moyens à disposition pour s'informer. Mais même si on doit s'informer, on doit également informer. Oui. Voilà, moi je dirais que c'est plus un manque d'information qu'un manque de création et de créativité. Un manque de volonté. Ouais. Après nous, on connaît un peu les data Tahiti, j'écris. Oui, et puis il y a des gens qui ont énormément de talent et après, qui on m'a même dit, on est tellement gentil que c'est pas grave, j'écris et puis voilà. Alors que non. Oui, si après ça peut. Ouais. Après, j'avoue que ça énerve quand tu entends ta chanson diffusée et que réutilisée par quelqu'un d'autre. Voilà, qui est réutilisée par quelqu'un d'autre et par exemple que tu n'as pas déclaré toi-même. Mm-hmm. Enfin, ça je parle pas pour moi. Ça c'est un exemple que je donne. Parce que voilà, c'était ta création. C'est toi qui as écrit les textes, tu as passé des nuits blanches. Ça, j'appuie sur le fait pour les auteurs. Les auteurs, ils passent des nuits blanches de 4 à 6 mois à écrire. Passe des nuits blanches. Moi, je passe des nuits blanches. Ça m'arrive de me réveiller à 3 heures du matin pour écrire le texte. Parce que ça t'habite, ça te... Voilà. Donc, voilà, c'est... L'inspiration, elle vient. L'inspiration, elle vient quand elle vient. Si elle veut pas venir, elle veut pas venir. Moi, ça m'arrive de ne pas avoir d'inspiration pendant 2 semaines. J'ai la chef de troupe derrière qui m'appelle et qui me dit j'ai besoin d'avoir le texte pour tel appariment. Fais quelque chose, quoi. Alors des fois, je suis obligé de forcer sur mon inspiration. Mais voilà, c'est pour vous dire que l'auteur, moi, j'insiste que c'est au cœur du Heiva, fait que l'auteur, c'est le cœur de la troupe. Mm-hmm. C'est le cœur de la troupe. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de Heiva. Il n'y a pas d'appariment, il n'y a pas d'orero, il n'y a pas de chant. Moi, c'est le cœur. C'est le cœur du Heiva. Après, on a l'auteur, lui, il diffuse les textes. On a également les musiciens par derrière qui ont aussi cette création-là à donner pour faire vivre le texte. On a les chorégraphes qui viennent pour faire vivre le texte à travers la danse. Voilà, c'est tous ces points-là qui s'imbriquent. Mais finalement, la danse, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que le plus important, c'est la langue, c'est la musique qui ensuite fait vivre. Si t'as pas le rythme, tu peux pas danser non plus. Donc, en fait, l'auteur, quand il écrit, il doit dire, par exemple, aux musiciens, au sein de la chef des troupes, le son, il faut que ce soit ça. Ouais. Donc, je veux ce son-là, je veux cette mélodie. À partir de ce texte-là, de ce paragraphe, il faut que ce soit un peu... Faut que ça change. Faut que ce soit forcé. Et voilà, c'est pareil pour les costumes. Mm-hmm. Le costumier, il travaille avec l'auteur pour savoir qu'est-ce que je dois mettre comme matière, comme accessoire sur le costume pour illustrer le texte. C'est pour ça que je dis que l'auteur... Si c'est quelque chose de dur, on va pas mettre une texture douce. Si on parle des étoiles, par exemple, on peut mettre des nacres, parce que ça brille. Oui. Ça, c'est un exemple. C'est pour ça que je dis que l'auteur est le cœur de la troupe. Et est-ce que... Après, moi, je m'en fous s'ils sont pas d'accord avec moi. Moi, je dis ça. Et c'est pas pour défendre les auteurs, mais voilà, chaque année, c'est ça que j'aimais bien avec l'ancien ministre Heremwana Mamatoe Yahutapu. C'est que lui, quand il allait sur scène au Heiva, il parlait toujours des auteurs. Le public, quand il assiste au spectacle, il voit le résultat. Oui. Mais il voit pas tout le travail qui a été fait derrière avec l'auteur, le chorégraphe, le chef d'orchestre, les poupons, les costumiers. Il voit pas toute cette ambiance qui a été vécue pendant 6 mois, où des fois on s'énervait, la transpiration, on transpirait, manque de sommeil. Alors on manquait de sommeil, on se disputait, on n'était pas d'accord. Mais voilà, il faut toute cette ambiance là
pour créer un beau spectacle pour le peuple, enfin pour la population. Et voilà, là on parlait de la langue tahitienne, on parlait de la création. Il faut parler aussi des répétitions de danse. Le gros problème aujourd'hui, c'est les lieux de répétition. Ouais. C'est les lieux de répétition. On a un gros problème. Les troupes ont du mal à répéter parce qu'on reçoit des plaintes pour les nuisances sonores. Alors que bon, ça voilà. revient tous les ans. Parce que on c'est est à bruyant, Tahiti. voilà, c'est bruyant. Voilà. Après, je comprends aussi un peu la population, mais je pense que des fois on se contredit. On dit Quand qu'il faut valoriser la culture. C'est voilà, et derrière, on veut valoriser la l'aide pas. culture, mais ça dérange. Voilà, ça dérange. Après, comme je disais, je comprends la population, mais il faut comprendre aussi la troupe. Il faut comprendre la troupe parce que la troupe aujourd'hui, elle est porteuse de savoir. Elle est porteuse de savoir. Du coup, c'est un point où il faut que le pays, sur lequel le pays doit se pencher. Quelle solution peut-on apporter aux troupes pour combler, pour les lieux de répétition? Il y a 2 ans, quand j'étais à Pirée, on avait ce problème-là de nuisance sonore. Alors moi, qui était dans le service de l'animation, donc du coup, j'étais en charge de tout ce qui est vie associative, et j'avais des troupes qui demandaient les lieux de répétition avec la DG2E, parce que la salle de la DG2E était beaucoup sollicitée pour les répétitions. Le problème, c'est que les instruments, c'était bruyant, donc ça provoquait des nuisances sonores pour le voisinage. Et voilà, on était obligé c'était un gros problème pour la commune parce qu'elle pouvait plus répondre aux besoins des troupes. Pourquoi? Parce que ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit. Et je pense qu'il faudrait se pencher davantage sur ça. Moi, j'ai pitié des troupes. J'ai vécu ça avec la chef de troupe où des fois on se mettait à chercher des lieux de répétition pour éviter d'avoir des problèmes de nuisance sonore. Mais c'est un problème qui revient tous les ans. Pourquoi alors ne pas travailler en partenariat avec les communes pour permettre à ces troupes-là de pouvoir mettre en place, de pouvoir répéter tranquillement? Quand je dis travailler avec les communes, ce n'est pas uniquement mettre à disposition des plateaux sportifs, mais c'est également la commune met à disposition les plateaux sportifs. Le pays par derrière trouve un moyen pour insonoriser les salles. Ça, c'est un exemple que je donne. Bon, après ça coûte, mais qu'est-ce que l'on veut? On veut valoriser la culture. Après, ça reste un investissement sur le long terme. Après, ça reste un bon investissement. Ça, c'est juste un exemple. Après, je peux me tromper. Je suis pas dans le pays, voilà. Mais c'est ça le truc. Le point important aussi pour nous, il faut travailler en partenariat. Si par exemple pour la culture, travailler avec les communes pour les répétitions de danse et tout, quoi. C'est un des problèmes. Mais on peut trouver aussi des solutions. Et encore là, voilà, ça manque d'informations. Peut-être que il faudrait aller directement voir les chefs de troupe, etc., pour leur demander qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait, etc. Et tant qu'on ne demande pas, malheureusement, on n'a pas l'information en retour. Je pense que c'est un point qui a été discuté, que les chefs de troupe ont soulevé lors des réunions qu'on avait à TFTN. Moi, je me rappelle, en 2015, ça a été un sujet important, où les chefs de troupe disaient on a un souci aujourd'hui, on ne sait pas où on va répéter. Qu'est-ce que vous nous proposez? TFTN, aujourd'hui, il y a 2 ans, mais je pense qu'ils continuent à le faire, c'est que eux, ils travaillent en partenariat avec les communes pour avoir la mise à disposition des lieux de répétition. Mais voilà, c'est pas suffisant. Parce que la commune peut mettre à dispo un site, mais il y a toujours ce problème de nuisance sonore. Alors, à peine tu commences la répétition, tu commences à 18h, 18h15, c'est la police qui arrive. Bon, après, c'est pas la faute de la commune, c'est, voilà, c'est un problème. Un soir, on m'a contacté parce que je travaillais à la mairie de Pirée, parce que la police municipale s'était pointée en répétition de la troupe. Et j'étais obligé d'expliquer, en fait, quand on a eu l'autorisation, ils ont dit oui, mais là, les gens se plaignent, voilà, j'en veux pas à la population, mais voilà, il faut trouver un juste milieu. Et juste une dernière question, est-ce que tu participes au REVA cette année en tant qu'auteur? Pas en danse. Uniquement en chant. D'accord. En chant, j'étais obligé parce que c'est ma paroisse qui passe. Donc, j'avais pas trop le choix. Moi, je me disais, cette année, ça y est, il n'y a pas de REVA. Un peu de repos. Ouais, je me repose. Parce que c'est pas évident de faire tous les ans le REVA. Mais l'année prochaine, je dois retourner avec la troupe Manohiva. Cette année, en novembre, on remonte au Hurata Pairu. D'accord. Donc voilà. J'ai l'impression que
je préfère passer des vacances, quoi. Mais bon, après, quand on aime ça, quand on aime ce qu'on fait au Heiva, voilà, on le fait pleinement. Très bien. Merci beaucoup Yann d'être venu nous parler de la culture, du processus, du Heiva, de la création. Et merci à tous qui nous écoutez à la maison, dans la voiture et au travail, de nous être toujours aussi fidèles. On vous souhaite une excellente journée sur les ondes de Hiti FM. Et à bientôt. Merci. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.